Meine Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, Sie heute zu unserem weiteren Architekturgespräch der Nachkriegszeit zu begrüßen mit Aurelio Galfetti heute Morgen, der zu uns gestoßen ist. Wir werden das Gespräch auf Französisch führen, weil Herr Galfetti sich viel besser ausdrücken kann auf Französisch, aber Sie sind natürlich, wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen zu Begriffen haben, unterbrechen Sie uns. Wir sind bereit, das Gespräch zu öffnen. Auch wenn Sie Bemerkungen zu einem Projekt haben, zögern Sie nicht, die Hand aufzuheben und mit einem Mikrofon Stellung zu nehmen. Aurelio Galfetti kennen Sie sicher, er ist einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten Tessiner Schule. Wir werden nochmal über diesen Begriff diskutieren müssen, was genau Tessiner Schule ist. Er ist 1936 geboren, hat an der ETH Architektur studiert und öffnet dann 1960 sein eigenes Büro im Tessin. Ein zweites Büro hat er zwischen 1993 und 1998 in Genf. Er wird zwischen den 60er und den 80er Jahren immer wieder mit verschiedenen Architekten, mit den wichtigsten Vertretern der Tessiner Schule zusammenarbeiten, mit Leuten wie Flora Rüscher, Ivo Trümpi, Ivano Gianola, Livio Bacchini, Mario Botta, aber auch Rino Tami oder Luigi Snozzi. Neben seiner Tätigkeit als Architekt wird er auch als Lehrer tätig sein, etwa in Lausanne als Gastprofessor oder ab 1987 in Paris an der BU 8. Er ist Mitbegründer der Accademia in Mendrisio mit Mario Botta, dessen Direktor er bis im Jahr 2002 war. Er war bis 2006 Professor an der Accademia. Und natürlich sind seine Projekte auch immer wieder prämiert worden durch den Prix Beton, durch den Prix de l'Université de Cracovie 1992 und la Médaille d'Argent de l'Académie d'Architecture in Paris von 2002. Maintenant, on passe au français. Dans une interview des années 80, peut-être tu peux faire les questions en allemand. En allemand, moi je comprends. D'accord. À peu près. In einer Interview 1985 sprechen Sie von Ihrer Ausbildung und Sie sagen, Sie hätten eine rationalistische Ausbildung, eine Education rationaliste. Und ich denke, dieser Begriff Education rationaliste ist die Spannweite zwischen einer italienischen Welt, die diesen Begriff Architektura Rationale führt, und eine Ausbildung, die Sie an der ETH in Zürich führen. Mais je crois que ce mot architecture rationaliste, ou bien que moi je suis un rationaliste, ça dépend plutôt de la condition de l'architecture autour des années 55-65, non? Quand moi j'ai commencé à faire l'architecte, il y avait deux architectes au monde. Il y avait Frank Lloyd Wright et Corbusier de l'autre côté. Non? Vous ne pouvez pas le croire, mais il y avait deux livres. Il y avait un livre de Wright et un livre de Corbusier. Non, il y avait... À la bibliothèque de l'université. Non, à la bibliothèque, il y avait un peu plus, mais pour les étudiants, on connaissait ces deux extrêmes. Non, au fond, toute la culture architecturale était basée sur des confrontations. La rationalité, l'organicité, non, l'urbain et le campagnard, je ne sais pas comment on dit, le Landschaft, le villageois ou le paysage. Le villageois et l'urbain, c'était toujours des oppositions. Non, c'est un peu la culture autour de ces années-là. Non. Donc, on se plaçait sur un chemin. Non, moi, j'ai choisi la rationalité, le corbusérienne, non, qui, selon moi, elle venait de tout le rationalisme allemand, de tout ce qui est ou allemand ou européen de toute façon, y compris les aspects rationalistes italiens
Donc c'est la grande tradition moderne, la- avec c'est la- Gropius, Voilà. Weissenhof, Avec, en oui, Allemagne, Corbu, en exactement. Suisse Ça, c'était et en ce France. qu'on appelait rationnel. D'accord. Non. Contre ce qui était l'organicité, qui était Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, non, et plutôt Mais on va venir avec. J'ai posé Voilà. deux images de confrontation. D'une part, auf der einen Seite Tita Carloni, Oui. bei dem sie vor ihrem Studium ein Praktikum machen. oui, Und auf der anderen Seite Waltenspül, der sie gerettet hat. qui était mon professeur. Oui. Oui. Bon, ces deux images donnent à peu près l'idée de la condition à cette époque, année 56, 57, oui, l'opposition de Wrightienne avec l'expression le corbusérienne. Alors, ça, c'était aussi relié, c'est le moment où naît le débat entre l'internationalisme et le régionalisme. Oui. Non, ce qui se situe du côté de... Nous, on choisissait à l'école, dans les derniers semestres, on décidait si on allait chez Moser, non, qui avait été à Tallies in West, Avec Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, ou bien si on allait chez Waltenspül, qui représentait L'orthodoxie. L'orthodoxie rationaliste, oui, voilà. Et Tita Carloni, c'est un épisode. Quelle est l'importance de Tita Non, Carloni? Tita Carloni, c'était, lui, il s'est formé comme Wrightien, d'ailleurs, on voit. C'est-à-dire, c'est un homme qui a toujours été fidèle à cette organicité. Il a eu un petit moment, quand moi je suis arrivé au Tessin, j'ai apporté cette culture, le Corbusier, pour ainsi dire. Et il a eu un petit moment de dérapage, mais autrement, lui, il a toujours été fidèle à cette tendance. Je dirais plutôt régionaliste, oui, non, avec cette interprétation très libre, non, formelle. Non. Et Zurich, c'était comment à l'époque? Donc vous commencez en 50. Moi, j'ai commencé en 55, oui. Oui. L'école, l'école n'était sûrement pas comme elle est aujourd'hui. Non. L'école était... On était des autodidactes. Ce n'était pas comme aujourd'hui que vous devez étudier, vous travaillez énormément. Non, nous, on ne travaillait pas. Non. Il y avait même une espèce de... C'était presque un titre de mérite de ne pas fréquenter. On venait, on affichait les tables, on avait des critiques de quelques secondes. C'est pas comme aujourd'hui qu'on vous prend la main, on vous explique. Le professeur reste à la table avec vous. Moi, quand j'étais à Mendris, je restais à la table avec un étudiant une demi-heure chaque semaine ou quelque chose comme ça. Les critiques finales, c'était 30, 40 minutes. Aujourd'hui, c'est 30 minutes. Non. À l'époque, c'était même... Le professeur faisait même pas la critique s'il pensait que le projet n'était pas bon. C'est pas bon, non. C'est inutile de critiquer. L'école était très différente, non. Et les matières étaient beaucoup plus limitées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Puis, vraiment, aujourd'hui, les étudiants fréquentent, ils sont à l'école, non. Chez nous, à ma période, l'école n'était pas un centre d'échange, non. Et c'était où le centre d'échange alors? Il n'existait pas, je pense que... Donc vous n'alliez pas à l'école et vous vous n'intéressiez pas à l'architecture? Oui, jusqu'au diplôme presque. Moi, je vous le dis pas pour vous faire de l'espoir, c'est-à-dire dans le sens que c'est un métier difficile, on le découvre en le faisant. Non, on peut devenir architecte seulement si on pratique, seulement si on fait.
architecte comme je pense, moi, qu'on peut être, c'est-à-dire quelqu'un, moi, dans l'activité de l'architecte, moi, je privilège le projet. Il y a 1000 façons d'être architecte, non, mais pour ce qui me concerne, pour moi, l'activité principale, c'est faire le projet, savoir faire le projet. Et ça, on l'apprend en le faisant. Non, il n'y a que ça. Non. Donc, donc il y a Waltenspühl, il y a Roth, Oui. ce sont des Roth rationalistes. est arrivé après. Oui. Après. Oui. Non, non, pardon, pas après. Roth a cassé l'école polytechnique qui était gérée dans les 3 premières années avec le professeur Hess, qui était un constructeur. Non, il a écrit un livre assez extraordinaire sur le bois. Non. Mais il était un grand conservateur, un traditionnaliste. Non. Donc Roth a porté la modernité à l'école polytechnique de Zurich. Le non. premier qui avait vraiment travaillé avec Corbu. Voilà. Oui, ça, Et pendant vos études, vous commencez à projeter cette deuxième maison. Oui, ma première maison, je l'ai faite pendant la pratique. J'étais un peu anarchique dans le sens que j'ai toujours eu de la peine à travailler pour quelqu'un. Et pour faire la pratique, j'ai décidé de faire une maison qu'on m'aurait donné à faire dans mon village, en haut, dans les vallées à Biasca. Et j'ai fait pendant une année cette construction. J'ai fait tout, les plans, les devis, les capitolati, comme on dit, les offres et l'exécution. Une année, j'ai fait tout, du commencement jusqu'à la fin. Et ça, c'est la deuxième maison que j'ai fait. J'ai fait le projet en 59, commencement en 59. Je me souviens plus, c'était fin 58 ou 59. Et ils ont attendu que je fasse le diplôme pour le bâtir. D'accord, les clients ont attendu. Les clients ont attendu, c'était un ami d'école, non, Oui. qui est venu chez moi, il voulait une maison. C'était la façon de commencer, c'était l'ami d'école, c'était l'ami de ski, c'était l'ami du football, non, qui vous demandait, qui était un peu plus âgé, il était avocat, il avait un peu d'argent, il voulait la maison, alors il se souvenait de l'ami. Il est venu, il m'a dit qu'il voulait une maison à un étage, en pierre, avec le toit en pierre. Ça, c'était le programme. Et il est fini avec cette maison de 5 étages en béton. Et il était content. C'est la conclusion. Et vous avez raconté que Waltenspühl, vous avez dit quelque chose d'important. D'abord, il vous avait sauvé, puisque vous ratiez un cours. Il m'a fait confiance. C'est-à-dire, à l'école, on est souvent insuffisant. Moi, j'étais souvent insuffisant. Et il fallait... Il m'a dit, vous avez un visage un peu plus intelligent de ce que vous faites. Non. Et je vous fais confiance, vous laisse aller au diplôme. Essayez de copier quelqu'un, si vous ne savez pas quoi faire, prenez des livres, copiez quelqu'un. Moi j'ai exécuté, j'ai copié tout de suite Le Corbusier. J'ai fait des projets de Le Corbusierien avant, ça c'est une maison très Le Corbusierienne, non, qui vient de cet enseignement Et c'est la première au Tessin. C'est la première au Tessin. Au Tessin, c'était la tradition Ponti, Brivio, Carloni. C'était tout des vrais tiens. Non. Mais... Donc, c'est la première réalisation dans cet esprit, Le Corbusierien. Et à mon avis, c'est aussi une des premières maisons où une des notions d'architecture autonome apparaît. Vous avez parlé de l'organicisme et du régionalisme, et tandis qu'ici, c'est un contrepoint. Oui, mais moi, je prétends que ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet architectural dans l'esprit d'aujourd'hui. C'est une maison que je dirais, je prétends qu'elle soit territoriale, dans le sens que, effectivement, c'est un volume, c'est comme un rocher, c'est un bout de pierre, c'est comme le château. Moi, je pensais être en train de faire le 4e château. À Benetton, il y a 3 châteaux. Moi, j'étais en train de faire le 4e. Non. Mais ce qui m'intéresse, il m'intéresse encore aujourd'hui, après 50 ans,
cette maison, l'intérieur de cette maison, l'espace intérieur de cette maison, c'est une réponse au contexte. Non? L'espace intérieur, il dialogue avec le paysage qui est dehors, avec l'espace du paysage qui est dehors. Il n'y a pas les photos, mais elle est dans l'axe de la vallée, elle regarde le fleuve du Tessin qui va dans le lac. Elle a un devant, un arrière. Non, c'est un espace traversant qui résume donc la condition d'être dans ce lieu, c'est-à-dire sur le devant, dans l'espace ouvert dans la vallée, derrière la montagne. Non, la forêt d'un côté, la vallée vide de l'autre. Non, les ouvertures changent, le parcours. Et comme tous les projets que j'ai faits pendant ma vie, c'est un projet de parcours. Non, c'est un espace à parcourir. Non, ça c'est la promenade architecturale du tonnerre de Dieu de Le Corbusier, c'est un enseignement, et celui-là, l'espace. C'est un lieu qu'on traverse, qu'on parcourt en passant d'une situation à l'autre, en suivant le mouvement de la lumière. Et bon, ça c'est ça. On entre en haut et on descend sur le terrain en bas, non, etc. C'est un peu... Et en même temps, la typologie rappelle certains projets des années 30, Tessinois Tami Oui, Tami a fait dans les années 50, bon, la maison tessinoise était aussi une maison à 3-4 étages. La maison tessinoise, les lieux qu'on habitait dans les villages, ce n'était pas conçu comme des maisons, c'était l'assemblage de différents espaces qui se faisaient dans la vie, dans quelques années. Ou bien les maisons qu'on bâtissait, c'était sur différents étages aussi. Non? Soit la spontanéité, soit le projet traditionnel qu'on faisait de petits blocs de 10 pour 10 ou 12 pour 12 de 4 étages. C'était la verticalité qui dérive au fond de la condition morphologique du site. Non, c'était la grande partie, c'était des lieux en pente, oui. Non, avec une entrée dans la partie supérieure et une descente dans les terrains plats, les terrains faciles, c'était les terrains pour labourer. Pour vivre, on choisissait évidemment les lieux difficiles qui n'étaient pas rentables pour la cultivation. Donc c'était des lieux abrupts. Oui. Donc c'est une relation au terrain, au territoire. La hauteur, ça devient de la relation, de la tradition et qui dérive d'un rapport au territoire et à la morphologie du site. Non, après ce premier mandat, il y a toute une série de... Also nach diesem ersten Hausentwurf kommt dann eine Reihe von Schulhäusern, die Sie immer wieder in verschiedenen Verbindungen machen. Mit Flora Rüscher, mit Livio Vacchini, mit Freddy Erath, mit Ivo Trümpi. Und diese Schulen scheinen mir aus mehreren Gründen interessant, weil sie auch innerhalb eines offenbar sehr fruchtbaren politischen Kontextes entstehen. Mhm. Gibt es Wettbewerbe zu dieser Zeit oder wie kommen Sie zu diesen Aufträgen und warum gewinnen die Jungen plötzlich im Tessin? Bon, les concours ont commencé à cette époque-là. Avant, il n'y avait pas de concours d'architecture. Dans les années 50, il n'y avait pas de concours d'architecture. En Suisse alémanique, oui, il y avait déjà, mais au Tessin, c'est commencé dans les années 60. Nous, on venait d'arriver, on était jeunes. Les concours, normalement, sont gagnés par les jeunes. Moi, je fais encore maintenant beaucoup de concours, mais je n'en gagne plus depuis longtemps parce que pour gagner des concours, il faut proposer des choses fraîches, des choses intéressantes, des choses nouvelles. Non? Moi, je fais des bonnes choses, mais ne m'intéresse plus tellement parce qu'il faut la nouveauté. Non? Oui. Donc, là, on était nouveau, donc on gagnait des concours. Mais
Ça, c'est pas un concours, ça, c'est un mandat direct. C'était une alternance. On a gagné 3 ou 4 fois. Moi, j'ai fait dans ma vie 100 concours, 105 ou 100. J'en ai gagné 5. Non, 1 sur 20. C'était moins normal. Non. Ouais. Non, 1 sur 15, ça dépend. Il y a des bureaux en France qui font 40 concours par année, alors ils en gagnent un peu plus. Non, mais il y a des architectes français qui ont fait dans leur vie 200, 250 concours, ou même plus. Non. Alors, ça dépend du nombre qu'on en fait. Mais en gagner 1 sur 20, c'est bon. Non. Et comment vont ces collaborations avec Flora et Flora Ruscha et Ivo Trumpi? C'était avec Flora, j'ai été associé pendant 10 ans, les premières 10 années de notre activité. Mais j'ai travaillé avec tout le monde. Moi, j'ai travaillé avec Joaquin, avec Mario Botta aussi. Parce que je crois une chose, je crois que l'essentiel de l'architecture, c'est l'espace de vie de l'homme. Non, moi je crois que, et ça on peut le faire en groupe, c'est-à-dire on peut participer à la construction de cette condition en plusieurs. Ce qui m'intéressait, moi, c'était le langage. Moi, j'étais capable, parmi les Tessinois, je suis le seul qui a travaillé avec tout le monde. Parce que j'étais capable de participer, et je le fais encore maintenant, de participer à la discussion, parce que je crois que l'architecture a un aspect rationnel qu'on peut discuter, qu'on peut découvrir, qu'on peut développer avec quelqu'un. Ce n'est pas c'est un métier, non, qu'on apprend dans ces aspects. Surtout, ce qui m'intéressait, c'était les aspects de l'espace. Le crayon, je le laissais dans la main de celui qui voulait mettre la signature au projet. Non, dans cette école, c'est moi qui l'ai pris. Non, mais j'ai fait des choses avec Vacchini que je le laissais dessiner. J'ai fait des choses avec Mario Botta que je le laissais dessiner parce que le dessin, la signature dans le sens de l'expression formelle, c'est personnel ça. Par contre, la fonctionnalité, l'espace, la qualité spatiale, etc., le rapport avec le contexte, le paysage, etc., c'est quelque chose qu'on découvre en faisant. Non, et on peut facilement trouver des points de convergence. Non. Sur ça, on bâtit une amitié surtout. Non, parce que pour travailler avec quelqu'un, il faut aussi partager plusieurs choses. On ne peut pas être en guerre, non. Il faut être amis, il faut être ensemble. Non. On fait des choses ensemble. Non. Cette école, elle est aussi une rupture par rapport à l'école tessinoise, Oui. disons, la typologie de l'école tessinoise, avec aussi bien au niveau urbain qu'au niveau typologique. Oui. Oui, bon, l'école tessinoise, c'est-à-dire, elle s'est faite plutôt dans cette période. Avant, il y avait très peu. Le Tessin, c'est un pays à cette époque, c'était de 250 000 habitants. Non, jusqu'en 1945, un pays très pauvre. Il y avait il y avait les écoles de village qui étaient des blocs, non, au milieu du village, à côté de la mairie. Non, ça c'était la formule. Et puis il y avait eu dans les années 50 quelques écoles nouvelles, le gymnase. Non, c'était l'école moyenne qui était introduite. Non, et c'était surtout des casernes. Non, c'était un peu le schéma caserne. Non. On ne différenciait pas tellement entre militaires et non. Bon, et ça c'est une des premières, des premières constructions scolaires qui changent, comme tu dis, la typologie scolaire. C'est-à-dire, on affirme quoi? On affirme l'identité d'un espace pour un groupe. Non, c'est une série de classes, non,
qui s'affirment chacune avec sa terrasse, chacune avec son entrée. C'est pour ça que les parcours d'accès sont visibles. On voit les élèves qui montent l'escalier. C'est toujours un projet de parcours, le parcours qui va à la salle de classe. Et la salle de classe, c'était une unité. Ça vient du livre de Alfred Roth, qui a fait le livre extraordinaire sur les écoles dans les années 50. Et il nous avait enseigné cette typologie, l'espace d'enseignement, le Bastelraum, non, la niche de travaux manuels, non, les toilettes de chaque école, parce que nous, quand on allait à l'école gamin, on sortait, on faisait 150 mètres de Laubengang pour aller au fond au WC qui était... Non, bon, c'est aussi du point de vue sanitaire et fonctionnel, c'est changé énormément, non? Bon, et puis l'école en plein air de l'école californienne, oui, non, oui, de Richard Neutra, traduite dans une condition tessinoise et non, de plusieurs étages. Non. Et puis vous continuez, il y a un deuxième modèle, c'est un jardin d'enfants. Oui. D'une part, semblable dans la division très claire des différentes unités. Oui. Donc là, on les voit, différentes couleurs, les différentes Oui, unités. oui. Mais en même temps, au niveau structurel, un langage complètement différent. Ça, c'est un sorte d'exploit. C'est-à-dire, ce projet-là vient aussi de Le Corbusier. Il vient de la maison Jaoul, et il vient surtout des projets Le Corbusierien en Algérie, non, la ferme Oui. avec les voûtes, etc., que moi et Freddy Hert, on a repris en faisant le jardin d'enfants à Biasque, Oui. qui est le prototype de ça. On a expérimenté la voûte de 3,66, non, et c'est une voûte en briques. une voûte en brique que, je vous raconte parce que c'est une petite anecdote. On avait lu que Le Corbusier avait découvert cette voûte en étudiant la voûte catalane. La voûte catalane, c'était une voûte qu'on fait encore maintenant, non maintenant plus, mais on savait la faire dans les années 60. C'était une voûte qui se faisait sans coffrage. C'était sans, comment on dit? Si, c'est ça, le coffrage. Sans coffrage. On la faisait Chalon. sans chalon. On la faisait avec une technique qui soutenait avec la main la brique moi j'ai jamais compris, j'ai jamais vu. Non. Et c'était des briques c'était des briques de 3 cm avec vide qu'on coupait en deux, donc c'était une brique très légère d'1,5 cm qui constituait la première couche sur laquelle on posait jusqu'à même à 10 couches, non, en mettant du mortier, et la première couche, c'était la chalon, non. Et on voulait la faire. On avait fait le projet, etc. On a commencé. On a fait des essais. On est monté sur, on est tombé. Alors, après moi et le type qui a fait l'expérience, on a fait cette voûte avec. Après, on a renoncé à la faire vraiment la voûte catalane, on a fait la voûte tessinoise, pour ainsi dire, avec une chalon qu'on faisait. Qu'on pouvait bouger. Qu'on bougeait avec. Ce sont tous des voûtes de 6 cm, hein, de briques mises en plate de 6 cm. C'est un exploit dans le sens que c'est un. Bon, je prétends qu'on a fait les premiers projets urbains, les premiers projets territoriaux, c'est-à-dire avec ça et avec le bain de Bellinzona, On verra tout à l'heure. on a essayé de bâtir un bout de ville. C'est pas seulement de mettre un objet dans la ville, un bâtiment dans la ville, mais on a mis des espaces publics dans la ville. Ce parcours qui commence ici et qui aboutit de l'autre côté, il traversait le bâtiment. C'était un parcours qui reliait la structure
cet espace reliait deux parties de la ville. Non. À l'intérieur, il y avait des espaces publics. Donc, c'est l'idée d'un espace public qui bâtit le lieu et qui engendre des espaces fonctionnels autour de ça. Non. C'était trop tôt. On l'a bâti, on l'a ouvert, le jour après on l'a fermé parce que les chiens, les méchants allaient dans l'école. Il y a toujours cette mentalité de faire l'enceinte autour de la propriété. Non. En Italie, par exemple, aujourd'hui encore, vous n'arrivez pas à faire une école ouverte. C'est toujours des bâtiments fermés, comment on dit, encloutés, avec une enceinte autour. Non. Clos, des choses closes. Ça, par contre, c'était ouvert avec tout cet échange, être vu et se voir, se rencontrer par hasard, se croiser, etc. C'est l'esprit du village, c'est la rencontre dans ce sens-là. Non. Les Hollandais faisaient des choses pareilles un peu plus tôt. C'était absolument absent, les recherches de Van Eyck. On ne connaissait pas. On ne connaissait pas. Je connaissais. Flora, peut-être, oui, elle était plus cultivée que moi, mais moi, je ne connaissais pas ça. Mais par contre, il y a derrière le Roquebrune de Corbusier à Cap-Martin, tout ça, ça vient de là. Mais c'est important de copier, ça je vous le dis. Vous devez copier, vous devez prendre. Quand vous ne savez pas quoi faire, vous devez prendre des maîtres. Non, c'est seulement avec des maîtres qu'on apprend. Non, si vous ne copiez pas, ou bien vous êtes des génies, mais ça c'est rare. Ça n'arrive pas tous les jours. Non, ça arrive une fois chaque siècle. Bon, ok. Et puis là, de nouveau une rupture. Oui, là c'est une rupture, mais ça vient de Mario Botta. Qu'un autre génie. 1970, Mario Botta arrive au Tessin. Non, il a fini ses études, il vient au Tessin. Il venait déjà me trouver en 67, quand j'étais en train de bâtir le bain de Bellinzona. Ça c'est après 72 ou quelque chose comme ça. Et Mario Botta, il vient de Venise, il apporte 45 degrés. Le bâtiment, à cette époque, se tourne. Tu n'as pas, mais je pourrais te montrer un projet que j'ai fait à Mendrisio pour un hôpital. Oui, un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique. Pendant 2-3 années, moi et Flore, on a travaillé sur un schéma qui était le schéma de la tourette, évidemment. Mario Botta arrive au Tessin, le bâtiment se tourne de 45 degrés. La mode est importante, la nouveauté est importante. On est pris par ces événements, non? Mais là aussi, au-delà du langage, au-delà de la composition formelle, il y a une idée de parcours. C'est un bâtiment qu'on traverse, non? On entre. Maintenant, on est en train. Ma fille est en train de faire l'agrandissement. C'était prévu avec 5 éléments. Oui, oui. Non, ils vont le faire maintenant. C'était quand même, il y avait un parcours dedans. On le parcourait, voilà, là. Et puis on entrait, mais il y avait des espaces importants qui reliaient le terrain dans ce sens-là. C'était des portiques. Non, maintenant, malheureusement, on l'a tous fermé, on l'a transformé en école, etc. Bon, mais ça reste la succession, le bâtiment qui suit le terrain, le parcours, des bouts de parcours, il reste toujours. Ouais, bon, mais ça vient, comme je répète, une idée d'espace autonome. Ça, c'était la salle de jeu, ça, c'était la salle d'enseignement. Entre les deux, il y avait le réfectoire. C'était une série qui, avec le réfectoire au centre, au nord, une unité, au sud, une autre unité, qui est faite de la salle en haut du portique, de la salle d'enseignement en haut du portique, et de la salle de jeu. Au Tessin, il y a eu... Ils ont fait 200 bâtiments scolaires d'école enfantine. C'était une femme... s'appelait professoressa Calgari. Non.
Pia Calgari. C'était une femme très intelligente, montessorienne, l'école de Montessori. Non, elle avait développé ce programme qui est un programme très intéressant, l'école enfantine faite de la salle de jeu, du dortoir, du réfectoire, de l'espace pour se laver, l'espace pour s'habiller, etc. J'ai fait plusieurs écoles avec elle. Et comment il faut s'imaginer la collaboration avec Mario Botta ou l'influence de Mario Botta? Avec Mario Botta, tu peux faire le dessinateur. D'accord. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est lui qui décide. Non, mais ici, parce que vous dites qu'il y a l'influence de Botta. Ah oui, mais donc, je regardais ce qu'il faisait. D'accord. Dans ce sens-là, on était rapide à voler les choses. À reprendre des choses. Reprendre des choses. Oui. Et après, encore une collaboration. Ça, c'est avec Vacchini. Et ça, par exemple, c'est une école que vous la voyez, c'est Vacchini. Quand vous la voyez, personne ne pense que j'ai fait quelque chose là-dedans. Par contre, j'ai fait avec lui l'essentiel de cette école, qui est cette cour qui a un rapport avec les montagnes. Non, c'est une grande cour qui a une couronne de montagnes autour. Non. Ça, c'est une condition très, pas tessinoise, mais de toutes les vallées alpines. Non. Moi, je dis toujours que la ville diffuse dans les Alpes, dans les paysages de montagne, elle est beaucoup plus belle que la ville diffuse dans des autres villes, non, parce que dans des autres conditions géographiques. Non. Sur le plateau suisse, c'est difficile d'avoir une couronne de paysages autour. Même dans les autoroutes des vallées, même si vous avez les ripari fonici, les barrages pour le bruit, oui. Non, vous avez toujours un paysage. Non. Et là aussi, c'était faire cette idée d'une enceinte, d'un lieu clos, d'un lieu de participation, où on se reconnaît, etc. Mais en rapport avec... Bon, je participais à ça, je participais à la typologie d'enseignement, parce que on avait quand même... J'ai le temps de dire... Oui, c'est moi qui interromps. On faisait des concours d'une façon assez différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Dans les années 60, les concours étaient une façon de dire ce que tu pensais de la ville, de l'architecture, de la vie, etc. Et pour faire ça, facilement, on était hors Foribando, hors concours. Oui. Non, on faisait des concours que, par exemple, le projet que je vais vous montrer après, il vous montrera après, celui du bain public de Bellinzona, aujourd'hui, on serait mis dehors au premier tour. Non, parce que c'était un concours hors périmètre, hors conditions. Non, mais on le faisait pour affirmer ce qu'on pensait. Non, aujourd'hui, le fait que les architectes sont beaucoup, qu'il y a peu de travail, les jeunes sont obligés de faire le concours pour gagner le travail. Non, et c'est différent. Non, on se plie, on ne se donne pas de marge, on ne se donne pas de liberté. Non, je dis ça parce que ça c'était pas un concours, c'était un architecte tessinois, Rino Tami, qui avait à faire toutes ces écoles. Il avait à faire toutes les écoles du canton Tessin. Il a choisi parmi 5 ou 6 jeunes architectes, il lui a donné à chacun un bout d'école, une école à faire. Et là, on a inventé aussi la typologie. Le programme n'était pas donné, c'était ouvert. Et on a fait une école qui a une continuité sur 2 étages. La salle de classe est une salle sur 2 étages. Elle a un espace en haut pour s'isoler, pour que des groupes se constituent au-delà de la classe. Non. Voilà. Alors, on va passer à l'objet territorial, oui. La piscine, de nouveau. Oui, la piscine, c'est un travail avec Flora, oui, et Ivo Trumpi.
Un concours. Un concours, ça c'est un concours 1967. Un concours qu'on a fait, il y avait plusieurs concurrents. Et ça c'est, il a été gagné. Bon, le terrain disponible était celui-là, jusqu'ici. Non. Nous, on a fait le concours avec cette idée non, de ce pont qui reliait. C'était quoi ce pont? 1967, l'idée de... tu peux revenir peut-être voilà. Il y avait un plan d'urbanisme, le premier plan d'urbanisme qu'on faisait. C'était prévu une route express ici, non? Le long de la rivière. Le long de la rivière, une grande route le long de la rivière, et une route dans le sens de ces projets qu'on faisait dans les centres de Milan ou de Gênes, etc. C'était un Italien qui avait fait cette projet. Une grande route à quatre voies qui traversait la ville comme ça. Nous, on a pensé de faire un pont qui dépassait ces ruptures pour faire que le centre-ville soit en rapport avec le fleuve. Non, ça c'était l'idée de la passerelle. Ce qui m'intéresse, c'est que les deux routes ne se sont pas faites et la chose est quand même intéressante, non, parce que l'espace, la fruition, je ne sais pas comment dire, on peut dire la fruition, le jouissement de l'espace se fait, même si ce qui a originé cet espace ne s'est pas concrétisé. Non. Et, bon, je disais, le terrain était celui-là. Non. Et on a fait ce bout de projet en disant que ça c'était une terrasse pour prendre le soleil. Mais dans le rapport, on a dit que c'était un parcours. Non? Et alors, après, on a gagné le concours et la ville a été obligée d'acheter ce bout de terrain, etc., pour compléter cette idée. On part de la ville à pied, on vient, on monte, on suit, on voit où on veut aller, non, on descend. Ça a été très dur de faire passer l'idée que le parking était ici, à 200 mètres de l'entrée. Bon, parce que c'est un projet de parcours. Non, et on relie les deux côtés de la vallée, on relie la ville au fleuve, etc. Flora Rusch a dit dans une interview que vous, comme périmètre, vous aviez... le périmètre allait de Airolo jusqu'à Milan. Elle disait que c'était un projet, oui. C'est le premier projet qui voulait faire un geste dans le territoire et que votre conception dépassait de loin Bellinzone pour s'inscrire dans une dimension territoriale. C'était un peu bon. Le modèle était Rio de Janeiro, de Corbu, Alger et tous ces projets-là. Donc, si tu faisais un projet à Bellinzone, évidemment, tu pensais à Milan et au Gotthard. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je répète toujours, la Città Ticino, la ville du Tessin, c'est un espace dans lequel j'ai fait le projet pour le chemin de fer rapide. C'est un espace qui va de la place du Dôme au Gotthard. Non. Et c'est vrai, c'est une continuité. C'est une ville qui se diffuse dans les vallées et qui monte jusqu'à... Je dis ça pour dire... Non, cette remarque, c'est un geste territorial oui. Entre Milan et le Gotthard. Oui, et c'est un peu l'habitude de ces années-là. Quand tu faisais un projet, tu allais au minimum jusqu'à Milan. Rome, c'était un peu loin. Et puis, un autre aspect qui est hyper important, c'est que vous considériez à l'époque l'infrastructure comme un problème formel. Eh oui. Parce qu'on le voit encore là dans ce projet de oui, 93, oui. Où le rail ou le train est considéré comme un geste formel. Et je pense encore aujourd'hui, c'est-à-dire, moi je pense que les infrastructures ont toujours été, non, mais aujourd'hui en particulier, c'est
une des rares occasions de bâtir un territoire, non? Parce que on déploie des moyens en faisant ces infrastructures qu'on peut les utiliser pour structurer le paysage, pour pardon. Et ça, c'est un projet de trajet, comment on dit, de trajet pour le train rapide, la NEAT. Quel était l'enjeu? C'était de dessiner, peut-être, voilà, ce qui est blanc sont les montagnes, non? Ce qui est en couleur, c'est l'espace habité du Tessin. Non? Vous voyez, la terre est pauvre, est petite. Il y a des bouts de terre attachés au lac, non, qui rentrent dans les vallées. Non. Au Tessin, on habite à peu près jusqu'à 350, 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et puis, bon, il y a des choses en plus, mais c'est des petits villages. Tout est concentré sur le fond des vallées. Hein. Les seules parties plates qui existent. Non. Il s'agissait de dessiner un parcours pour ce train. Il fallait définir, comme le 80% du parcours est en galerie, sous terre, on ne le voit pas. Non. Alors, ce qu'il fallait définir, c'était les lieux où ce parcours venait en surface, pour faire que, en venant en surface, il construit le paysage, il bâtit il contrôle la croissance de l'urbain. Non. Oui. Voilà, l'enjeu était ça. Le chemin de fer, l'infrastructure, doit être faite de façon qu'elle règle la croissance urbaine de la ville. Non. Ce qui était déjà le cas pour la piscine. Mais la piscine était plutôt une liaison urbaine entre deux conditions. La ville et le... Oui, dans un certain sens, c'est la même chose. Ça, c'est la ville de Bellinzona, avec au centre ce événement extraordinaire. C'est un rocher qui a survécu aux glaciations, non? C'est un événement géologique extraordinaire. Il était comme ça dans le Moyen-Âge, il était comme ça dans la Renaissance. Il est redevenu comme ça avec ma restauration, dans le sens que moi, on m'avait donné à restaurer ces petits bâtiments qui sont ici en haut. J'ai cru que c'était une occasion de ne pas restaurer, oui, de restaurer aussi les bâtiments, mais de restaurer la colline entière, c'est-à-dire de... On verra les images tout à l'heure. Bon, on verra les images. Okay. En fait, je suis venu à cette diapositive parce que vous devenez un peu, à partir des années 70, l'architecte inofficiel de Bellinzona, oui. Avec un maire qui vous soutient, Athos Gallino. Athos Gallino, oui. C'est le seul qui m'a aidé dans mon travail. Oui. Mais il vous a bien aidé. Oui, il m'a fait faire le... Nous, on a gagné le concours. Oui. On gagne un concours de ce genre-là, qui est assez particulier. C'est sans prétention que je dis ça, mais je reconnais qu'il y a une qualité qui n'est pas de tous les jours. Oui. Non. Et vous gagnez un concours comme ça, s'il y a un jury qui est décidé à vous le donner et qui comprend les qualités qu'il peut avoir. Mais vous le faites seulement s'il y a un politicien qui fait de ça son projet. Non, autrement, ça ne se fait pas. Non. Des choses qui sont hors la médiocrité, des choses qui vont plus loin que le conventionnel, on ne les fait pas s'il n'y a pas quelqu'un qui vous aide. L'architecte seul, il ne peut rien faire. Non. Si vous n'avez pas des appuis politiques, mais pas dans le sens des votes, des appuis politiques vrais, quelqu'un qui partage vos idées sur la ville, etc., vous n'arrivez pas à le faire.
Et c'était qui cette personne? C'est Arthur C'est quoi Gallin. comme personne? C'est un maire qui est un médecin de la ville et qui devient maire, etc. Et qui sera pendant environ 10 ans, 15 Il a ans? été 20 ans, 25 ans maire de Bellinzona. Bellinzona, de la ville. Et il a fait ça, il m'a fait faire le château, il m'avait fait faire ces projets-là, etc., qui ne se sont pas faits. Ça, heureusement, peut-être qu'on n'a pas fait. Mais on va discuter de 2 projets. Donc, ça, c'est une étude que vous aviez faite. Oui. Mais on va pas parler du Castel Grande. Oui, Et ensuite, on va encore parler de la Poste, oui, avant de passer Oui. à Oui. l'Academia. oui. Le premier projet, c'est un concours ou c'est un projet de... Non, c'est un projet c'est de Bruno Un Reichlin. mandat qu'on avait donné à Bruno Reich. Reichlin et On Bruno. avait donné surtout à Aldo Rossi, je crois. Non? Ce que moi j'ai lu, c'est que Ça, c'était- Bruno et Reichlin et Fabio Reinhardt cherchent Aldo Rossi pour Ah. collaborer. Je sais Oui, pas. peut-être. Je ne me souviens pas. Mais de Oui. toute façon, il y a une partie de ce projet qui est attribuée à Aldo Rossi, celle-ci. Aldo Rossi, c'est le portail, Oui, non, oui. dans la muraille. Non. L'autre partie est attribuée à Bruno et à Fabio. Non. Et il y a une sorte de rapport un peu, en tout cas, conflictuel ou idéologique différent entre votre position et celle Oui. Oui. de Fabio Reinhardt. Oui. Oui, eux, ils sont des intellectuels, des hommes très cultivés, surtout Bruno Reich, non? Qui sont ils ont un grand penchant vers l'histoire. Non? Ils la connaissent. Et moi, j'ai des autres attitudes, je suis plus pragmatique, surtout par rapport au... Je ne sais pas que je fasse facilement des compromis, mais je veux bâtir. Pour arriver à bâtir, il faut faire des compromis. Non. Mais le compromis n'est pas nécessairement une perte de valeur. Moi, je vois dans le compromis une possibilité de faire croître le projet. Non, le projet peut s'améliorer à travers le compromis. Ça dépend si le compromis est valable ou pas. Non, il y a différents types de compromis. Non, moi, je suis incline et je le fais facilement, le compromis. Eux, ils sont plus fanatiques, pas dans le sens négatif, mais ils sont plus radicaux. Non. Et ça a engendré des confrontations qui ne se sont pas résolues. Non. Mais il y a aussi une position architecturale qui est complètement différente de la vôtre. Ça, c'est Oui. une sorte de site archéologique. Oui. Moi, j'ai voulu, par contre, ça c'est une intervention qui continue dans un certain sens. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Tu as dit... Un site archéologique. Oui, qui continue la façon de bâtir, non, dans le sens que c'est une sorte de nouvelle archéologie, non, comme si la chose était là. Et moi, par contre, dans la restauration de ce lieu, après je reviendrai sur les idées de parcours, mais j'ai voulu pas continuer la façon de bâtir, mais j'ai voulu continuer le processus. C'est-à-dire, pendant 6000 ans, non, parce que sur ce site, là-haut il y a un village, là, à ce niveau, il y a un village néolithique de 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est 6000 ans qu'on baptise dans ce lieu. Donc, pendant 6000 ans, on a continué à bâtir en transformant ce qu'on faisait, en adaptant ce qu'on faisait aux nouvelles nécessités. Non. On a bâti pour le moment où on le faisait, pour les nécessités qui se présentaient. Non. Moi, j'ai voulu continuer ça, c'est-à-dire j'ai voulu transformer un lieu historique
dans un lieu de tourisme. C'est ce qu'on me reproche. Non. Moi, j'ai introduit ces espaces, cette présence, dans un processus touristique. Donc on visite ça. Non, ça devient un parc. Non. C'est le parc de la ville de Bellinzona qu'on visite pour voir c'est différent. Non, oui. Oui. Et tandis que, mais c'est ça que je ne comprends pas, parce que ce que fait Bruno Reichlin et Bruno Reinhardt, c'est en quelque sorte un musée archéologique. Oui. Ça, c'est vraiment un parc. Ça, c'est vraiment un parc de distraction. Tandis que si je vous comprends bien, ce que vous proposez ici, c'est une place publique. C'est un parcours. Moi, j'ai proposé un parcours, comme toujours, comme je vous ai dit, je ne fais que des parcours. Le parcours commence ici, dans le parking qui est ici en bas. On sort du parking, on arrive sur cette place, on entre dans la montagne, on voit une fenêtre de 40 mètres d'épaisseur qui s'ouvre qui est là, qui s'ouvre sur le ciel. On monte, on parcourt, on arrive encore un peu dehors du château pour faire que cet espace qui n'existait absolument pas, c'était pas comme ça. C'était tout à fait. Ça n'existait rien de tout ça. C'était une bêche ou une pente qui montait de là jusqu'au château. Non. Alors, c'est un parcours qui va dans les espaces, dans les remparts, et qui devient le parc de la ville. Voilà. Le parcours, il rentre là. C'est le parcours minimal qu'on peut faire. Bon, vous voyez ce rocher, il n'existait pas comme ça. C'était recouvert de végétation. Il y avait 150 arbres centenaires. Il y avait des milliers de mètres cubes de terre qui recouvraient ça. Je l'ai découverte pour la faire devenir un élément urbanistique extraordinaire. J'ai fait la restauration de ce château moyenâgeux et Renaissance, mais j'ai restauré aussi ce qui vient avant l'histoire. J'ai intégré dans ce processus qui commence il y a 6 000 ans, j'ai intégré aussi les glaciations, qui ont 12 000 ans. Non. J'ai mis en valeur le travail qui a fait le glacier. Non, ça c'est un rocher qui a été sculpté par le glacier. Non, donc j'ai essayé de relier l'histoire à la préhistoire. J'ai essayé de relier le naturel à l'artificiel. Non, il y a des moments où on n'arrive pas à distinguer la chose. J'ai pris ça de Turner, le peintre anglais oui. Qui a peint Bellinzona. Non, il a compris dans ce château cette coexistence de l'artificiel avec l'artificiel est un prolongement du naturel. Non, ces murs sont le prolongement de ce rocher. Non, moi j'ai mis en valeur ces aspects-là. Peut-être contrairement à Bruno Reichlin qui sont très intéressés à une histoire culturelle, oui. On pourrait dire vous intégrez dans votre projet une dimension qui relie l'histoire naturelle et l'histoire si tu veux résumer, eux ils ont fait un projet d'espace intérieur. Non, oui. Ils ont fait la galerie de l'espace. Moi j'ai fait l'espace extérieur. Je pense. Ce lieu était un lieu de guerre, de prison, de torture, etc. Il devient un lieu pour la vie quotidienne de la ville de Bellinzona, pour le tourisme. Non, l'espace doit changer. Non, on ne peut pas transformer. En plus, c'était un dépôt militaire. Il devait devenir le siège pour les manifestations culturelles de la ville. On ne peut pas prendre des lieux comme ça, des espaces comme ça, et le laisser tel quel s'il change totalement de destination. Moi, je prétends que le changement de destination détermine un changement de l'espace. C'est pour ça que j'ai des difficultés à faire des restaurations. Non, on ne peut pas mettre des hommes dans des étables pour les vaches. Non. Et de même façon, on ne peut pas faire de... Voilà, vous avez compris. On peut pas
C'est un parc dans un dépôt militaire. Voilà, c'est ça. Et alors, j'ai transformé ces espaces en partant surtout des espaces extérieurs. On montait pour les mettre en prison, pour se tuer. Et on monte pour se mettre en rapport avec le paysage. Non. Les visiteurs ne vont là, oui, aussi pour voir les ruines, pour voir les vestiges, mais ils vont là pour voir la vallée, pour voir les montagnes, pour voir la ville d'en haut, etc. Donc, ce qui change sont les espaces extérieurs surtout, qui se sont modifiés, sont devenus tous... J'ai intégré dans le parcours, bon, la muraille était déjà un parcours, mais il fallait l'intégrer. Les champs... Donc la muraille. Ça c'est la muraille, oui. Ça c'est... Les vignes. Ça c'est les vignes. Les vignes, par exemple. Bon, comme j'ai enlevé toute la végétation sur cette partie, sur tout l'enceinte, j'ai enlevé aussi la végétation sur ce rocher. Ce rocher, on ne le voyait pas, non. Il était sous la vigne, non. Il émergeait pour quelques parties, surtout il émergeait ici, là, sur les pointes, non. Pourquoi j'ai fait ça? Avant tout pour pouvoir faire une vigne plate qu'on cultive normalement. Aujourd'hui, on ne cultive plus la vigne à la bêche et à la pelle. Non, on la cultive avec le tracteur. Il faut des parcours, des lieux qu'on puisse parcourir. Non, donc, il faut des surfaces. Et j'ai profité de la nécessité de ces surfaces que j'ai transformées en géométrie, comme normalement une vigne est une géométrie, non, pour faire émerger la casualité de son support, le rocher, et la casualité aussi des murailles et des rochers qui se sont faits sans projet. Non, bon, là, parce qu'il y a deux aspects dans ce château. Vers le nord, il y a cette muraille, ce rocher puissant qui, c'est des châteaux de l'Italie qui se défendent vers les Allemands qui descendent du nord. Non, donc, il offre la muraille vers le nord. Par contre, la ville monte vers le château depuis le sud. Oui. C'est des châteaux des Milanais, donc Milan est au sud. Non. Et à l'époque, il y avait le village qui montait, les prolongements du village, de la petite ville, avec les poulaillers, avec les jardins qui montaient vers le château. Au fond, la ville pourrait monter, mais aujourd'hui, tu ne peux pas te fier des architectes. Et donc, il fallait transformer ça en ville, et j'ai pris comme exemple de ville la vigne. Non, la vigne, c'est de l'agriculture, mais dans cet esprit-là, c'est un esprit de géométrie non, qui dialogue avec le hasard du rocher. Que d'ailleurs, c'est un hasard qui engendre une règle, parce que ce n'est pas un hasard que les deux tours et le donjon soient alignés sur cette ligne, parce qu'ils sont sur la crête du rocher. Et donc là, c'est la façon d'intégrer l'artificiel au support naturel. C'était ça qui m'intéressait. Et à la même époque, vous faites un projet complètement différent. Ça, c'est le bureau de poste. C'était un peu avant. C'est 1975 le commencement de ça. Non, 75, 67, 77. Le bureau de poste, c'est le petit moment postmoderne. Moi, je suis un fanatique moderniste. Et il y a eu un petit moment de défaillance. Non? De faiblesse? De faiblesse vers des... J'ai fait une chose intéressante, c'était l'espace, non? Ça, je l'ai dedans. Cette succession d'espaces, la route, la hall, cette stratification, non, qu'on traverse comme ça. Ça, c'était la chose qui est restée, qui m'intéresse encore. On l'a abîmé, on a détruit tout déjà. C'est pas vieux, hein, 20 ans, 25 ans. Non, plus, 30. 85. 24 ans. 24 ans, 25, oui, on a fini. Et c'est déjà détruit. On a détruit dedans tout, on a abîmé tout.
c'est rapide. Non, parce que de l'extérieur, la période postmoderne, déjà hier, quand on en a parlé au souper, vous étiez très critique et en même temps, le postmodernisme tessinois apporte toute une dimension nouvelle, un intérêt pour la matérialité, un intérêt pour l'intégration à l'intérieur d'un site historique. Donc il y a quand même toute une dimension supplémentaire qui va aussi agrémenter votre propre travail. Oui, moi je le refuse pas parce que on peut pas. Il y a le non. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ce que je refuse, c'est l'attitude. Moi, j'étais en train de faire ça et en même temps, j'étais en train de faire le projet pour le plan du centre historique. Non? Oui. On m'avait demandé ça. Non. Ces plans se font selon des règles bien fixes. Non, on peut seulement faire des plans très rigides de conservation. J'avais mis pour tout le centre historique l'obligation du toit plat, du toit incliné. Non. Et je me suis dit, si je donne aux autres cette obligation, je dois la prendre aussi sur moi. Et je me suis obligé à faire cette construction avec ce toit incliné, qui a été un travail fou, non, parce que il s'agissait de mettre sur un plan qui naissait d'une fonctionnalité, c'est assez complexe du point de vue fonctionnel, parce que les trains arrivent au 4e étage et la poste descend au rez-de-chaussée. Non, c'est une coupe, vous voyez, c'est très complexe, non? Et avec des différentes destinations, la hall les espaces supplémentaires, la hall des guichets, les espaces pour la distribution et tout ça. Couvrir tout ça avec ce toit, ça a engendré cette complexité que je ne supporte plus, comme vous voyez avant. C'est un toit trop complexe, trop... La géométrie du toit. La géométrie excessive, non? Elle écrase tout, non? Donc, c'est un pari que j'ai fait, que j'ai perdu. Disons, vous le voyez comme une perte. Non, je vois qu'il y a encore des qualités, comme l'espace dedans, bien sûr, non, mais il y a une qualité qui est... De l'échelle aussi. L'échelle, l'alignement sur le boulevard, qui est une de ces conquêtes de la postmodernité, le respect de la ville dans ce sens-là. Mais ça manque, surtout une image unitaire. Si tu reviens peut-être sur celle des toits, tu vois, c'est une chose... Avant tout, ce plaisir excessif, il faut se contrôler. On ne peut pas tout faire. Non. Ces fenêtres-là, comme ça, bon. Mais le plan est pas si mal. Hein. Le plan est correct, est bâti correctement. Non, il y a on voit comment il est bâti, non? Oui, qu'il est très structuré. C'est très structuré, c'est correct, c'est pas bordélique, c'est pas... non. Enjoué. Voilà. On peut peut-être terminer sur 2 écoles. La première est une terminologie qui a été imposée un peu par la Suisse allemande. C'est l'école tessinoise. Et la deuxième, c'est peut-être la fondation de l'académie. Alors peut-être brièvement, cette terminologie école tessinoise. Vous êtes peut-être celui qui a le plus incarné cette école tessinoise, comme vous avez collaboré avec tout le monde. Je suis le maître de tout le monde. Oui, mais j'ai... Est-ce que vous étudiez déjà avec, il y a Durisch, il y a Snozzi, il y a Ruscha, il y a Trumpi, il y a Campi, tout le monde étudie en même temps? On est de la même génération. On est tous des années 30, non? Donc... Et il y a une volonté architecturale commune et il y a une volonté politique commune. Vous êtes tous plutôt de gauche, non? Mais il y a eu une période, oui, où on était tous de gauche, oui. Mais c'est un peu, on a toujours discuté, je pense que c'est un peu mythique cette école. Effectivement,
dans la production, elle existe. Non, on a fait des choses semblables. On a fait des choses avec une certaine attitude commune. Non, on n'a jamais prétendu d'être une école. Non, c'est quelqu'un qui nous a attribué cette et c'est surtout Steinman avec l'exposition qu'il a fait, avec les tendances, etc. Nous, on faisait ensemble. C'est-à-dire, les années 60 sont des années, bon, parce que c'était ma jeunesse, c'était évidemment comme le moment que vous vivez maintenant. Je pense que les années 2010 seront extraordinaires pour vous. J'espère qu'ils soient de la même chose. Non? Mais c'est le commencement, c'est quand tu commences, tu découvres. Non? On avait fait les études, on n'avait rien compris jusqu'à quand on a eu le diplôme. Avec le diplôme, vous commencez à faire, non? Vous commencez à comprendre. C'est indispensable de l'avoir, mais jusqu'au diplôme, vous ne comprenez rien. Non? Et j'espère que ça vous reste cette attitude. Moi, je pense encore aujourd'hui que je suis ignorant. Et c'est vrai, non. Et il faut rester ignorant, dans le sens, se sentir de façon de... Il ne faut jamais croire que tu as appris, que tu as fini d'apprendre. Non. Le jour que tu es convaincu, que tu as compris, que tu as appris tout, c'est mieux que tu t'arrêtes. Non, parce que... voilà. Et on a vécu ensemble ce moment de formation-là. Donc on est devenu un groupe plutôt qu'une école. Non, et soutenu aussi par un mouvement politique très fort, dans le sens qu'il y avait des concours. Il y avait des concours quand même. Oui, il y avait qu'il n'y avait pas avant. Il y avait des concours. Et des bons jurys, visiblement. Oui, il y a eu un... Oui, ce sont ces convergences de quelques moments. Par exemple, les écoles Rinotami et Waltenspühl, ils avaient fait toutes les écoles du canton Tessin. Ils les ont distribuées à 5 jeunes architectes tessinois. Ce n'est pas de tous les jours, ça. Oui. Non. Il y a des circonstances qui font que certaines choses se font. Non. Mais c'est aussi un groupe d'amis. Moi, j'ai travaillé avec tout le monde en amitié. Non. Mais il y avait beaucoup moins de bureaucratie, non, il y avait beaucoup moins de lois, c'était plus libre. Le travail de l'architecte était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, moins contraignant. Non. Je ne dis pas que c'est impossible, mais aujourd'hui, pour vous, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on a vécu, nous. Non. Faire l'architecte aujourd'hui, ça vous donne des responsabilités énormes. Non. Il y a 50 ans, on s'en passait. Aujourd'hui, c'est un engagement social et économique et de travail très difficile. Vous avez choisi un métier merveilleux, mais aujourd'hui très dur à pratiquer. Hein, très difficile. Et dans en Suisse, c'est une des meilleures conditions au monde pour faire. En Suisse alémanique, en plus, c'est la meilleure condition du monde pour faire l'architecte. Il n'y a pas un lieu où on peut faire l'architecte avec un respect, avec une considération, soit de la part de la population, soit de la part des politiques, si généreux comme vous avez en Suisse alémanique. Ça n'existe pas, nulle part. Sauf quelques moments parisiens, je ne sais pas, quand il y a Mitterrand qui contrôle la France. La France, c'est bon. Mais c'est des petits moments. Aujourd'hui encore, la tradition de métier d'architecte en Suisse alémanique, c'est exemplaire. Non? Et de cette école informelle, vous décidez dans les années 90, avec Mario Botta, de faire quelque chose de formel? Non, c'est Mario Botta qui a décidé de faire, parce que moi, je l'ai aidé. Non? Et quand? Mario Botta a reçu à faire par le Conseil fédéral. Par le Conseil fédéral? Oui. Il a reçu un mandat de faire au Tessin le village de vacances de l'école polytechnique fédérale. C'est-à-dire
l'école polytechnique était pleine d'étudiants. C'était un moment extraordinaire. On a le Schulrat a pensé qu'il ce serait bien de faire une petite annexe au Tessin. Nous, on est vers l'Afrique. Hein. Il a fait ce projet, mais comme il a fait un projet qui était le contraire de ce qu'on lui a demandé. Au lieu de faire une succursale, on peut dire une succursale de l'école polytechnique, il a fait un projet pour une école nouvelle d'architecture au Tessin. Non? Alors on a pris ce projet, on lui a fait beaucoup de compliments, on lui a dit un projet extraordinaire, etc. Mais on l'a mis dans un tiroir et on a essayé de l'oublier. Mais Mario Botta, quand il fait les choses qu'il aime, c'est pas si facile de l'arrêter. Et à un certain moment, il a découvert, il a vu un espace pour bâtir cette école. Non, parce qu'au fond, dans une démocratie comme la nôtre, c'est très bien d'avoir une école allemande, française et italienne. Non, quand même, le Tessin, c'est une fenêtre ouverte sur une ville de 10 millions d'habitants, non, qui est à quelques mètres de la frontière. Non. Et là, il y a eu une autre chose qui est indispensable. Il a eu un feeling avec un politicien. Giuseppe Buffi, c'était un conseiller d'État. Les deux hommes se sont entendus et dans une année, ils ont fait l'école. Ils ont fait l'université de la Suisse italienne. C'était quand? En 1995. D'accord. Et moi, Mario Botta m'a pris, m'a nommé directeur. Moi, je l'ai aidé. J'ai fait ce qu'il voulait. Non, parce que il faut aussi savoir servir quelqu'un. Non, oui. Mario Botta avait des idées très claires sur ça. Non. Après, bon, la chose s'est enrichie. Ce n'est pas seulement une école Botta, non. C'est enrichi par des différents apports, parmi lesquels aussi le mien. Mais voilà, c'est un... Et quel est le rapport avec le Conseil fédéral? Parce que depuis Genève, depuis l'autre, au même moment, en quelque sorte, l'école de Genève Périclite, oui, on sait qu'il y a Coty qui est au Conseil fédéral et les Genevois voient cette sorte de prise de pouvoir des Tessinois. Mais l'école de Genève, selon ce qu'on disait, était en train de mourir depuis 30 ans. Oui. Non. Et nous, on l'a tué au moment... Vous avez dans le sens que... Et c'est sûr que quand tu fais des choses, tu détruis des autres. Hein. Oui. C'est quand tu fais une maison, tu détruis une pelouse verte. Oui. Non. Pour faire, il faut démolir des choses. Oui, je pense que c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Hein. Sans méchanceté, mais la naissance fait mourir quelque chose. Je pense que c'est... Ou la mort fait naître quelque chose. Oui. On va peut-être... Parce que je vois qu'on est déjà avancé dans l'heure. On a fait trop long? Non. Mais est-ce que quelqu'un aimerait profiter de l'occasion pour clarifier encore certains points? C'est 10 heures ou 11 heures? C'est à 10 heures, ils ont leur prochain cours. Ah, bon. Wir können gerne Fragen auch auf Deutsch stellen, also zögert nicht. Ah, c'est difficile de faire des questions. Il faut apprendre à faire des questions. Moi, j'ai toujours eu honte de faire des questions, non, parce que tu penses toujours de dire des bêtises qu'on te juge, non, mais il faut apprendre parce que c'est une façon d'apprendre. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Oui. Est-ce que vous étiez conscient dans les années 70-80 que l'école tessinoise c'était un mouvement international, c'est-à-dire que c'était une école qui a eu une influence internationale en architecture? Non, vraiment, sincèrement pas. Non. 1970, Mario Botta arrive, on se trouve, on fait des concours ensemble, etc.
il nous disait on doit avoir une dimension internationale. On ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait. On n'arrivait pas à comprendre exactement ce. Et lui, par contre, lui, il a toujours eu cette dimension, soit aussi du point de vue physique, parce qu'il se déplaçait déjà quand il était... Moi, j'ai commencé à 60 ans à voyager beaucoup, en me déplaçant ce soir. Ce soir, je vais à Venise, à Paris, etc. Lui, il a commencé à 25 ans à se bouger entre Boston et Tokyo, bon, parce qu'il a eu aussi ce succès initial avec ces 4 petites maisons qu'il a fait. Il est parti dans le monde. Non? Mais il a quelqu'un qui l'a lancé dans le monde. Non? Autrement, tu ne pars pas seul. Non, il n'y a pas quelqu'un qui te lance. Il y a eu Giuseppe Mazzariol, qui était un professeur de Venise, qui l'a jeté dans le monde où il pouvait croître. Et donc, lui, il a eu, nous, moins. Non. Moi, je me suis rendu compte de cette dimension en faisant l'école de Mendrisio. Donc, quand j'ai vu les types qui venaient volontiers. Non, moi, j'avais des amis, j'avais Bonnel, j'avais Zumthor, qui sont venus facilement, non, pour participer à cette sorte d'événement. Non. Parce que les choses sont belles quand elles naissent. L'école est née, bon. Et puis il y a des cycles, non, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'école polytechnique de Zurich, elle va toujours tout droit. Tout droit, parce que c'est un niveau standard très haut, non, qui se maintient. Non. Les autres font plutôt des hauts et des bas. Non, mais on n'avait pas cette perception. Non. Alors sur ça, je vous remercie infiniment d'être venu, de cette bonne discussion, et je crois qu'on peut vous remercier.